Yo, salut tout le monde, c'est Mika Bifit, blogueur pro en formation, passionné de breakdance, de musculation, de fitness et de développement personnel, avec un message, bâtir un physique mais aussi un état d'esprit. Aujourd'hui, je vous présente un coach qui se qualifie d'initiateur de mouvement. Je vous mets aussi un timecode dans la description pour que vous puissiez sélectionner le sujet qui vous intéresse le plus. En attendant, bonne vidéo. Bonjour David. Bonjour Mickaël. Donc je te laisse te présenter ton âge, d'où tu viens et tes formations. Bien, écoute, je suis né en Belgique il y a 42 ans. J'ai commencé en judo quand j'étais tout petit. C'est comme ça que je me suis mis au sport dans le club du village. Et puis j'ai eu une enfance tout à fait classique en termes de sport. Ce n'est que à mes 18 ans, je suis parti aux États-Unis pour faire un an en tant qu'étudiant d'échange. Pourquoi les États-Unis? Parce que c'est un pays très sportif. Et là, j'ai eu l'occasion de faire d'autres sports que je ne connaissais pas en termes d'entraînement plus spécifique. Je n'avais fait que du judo toute ma vie. Et dans des installations qui étaient pour moi des installations presque olympiques par rapport à ce qu'on avait en Belgique, alors que j'étais dans une école secondaire. Quand je suis rentré des États-Unis, j'ai débuté ma licence en éducation physique, 4 ans d'université ici en Belgique. Puis après la Belgique, je suis parti faire un master en sciences du sport et de la nutrition en Australie, de nouveau pour les mêmes raisons que la toute première fois, c'est-à-dire aller dans un pays où le sport avait une autre connotation. C'est là que j'ai découvert des entraîneurs américains, canadiens, qui avaient une approche tout à fait différente de l'activité physique et du sport, de l'entraînement, avec une approche beaucoup plus globale. On parlait très peu d'entraînement fonctionnel à l'époque, mais ça débutait. Et puis du lien entre l'entraînement, les émotions, le mental. Et donc, en tant que nutritionniste, entraîneur, je me suis intéressé à tout ce qu'il y avait comme lien avec le développement personnel de manière générale, mais surtout le bien-être et la santé d'une personne. C'est bien d'être physiquement en forme, mais si on n'est pas émotionnellement en forme, il y a toujours un élément qui manque. Du coup, est-ce qu'à l'étranger, en fait, c'est plus développé, l'état d'esprit des personnes là-bas, c'est plus développé qu'en Belgique et en France? C'est pour ça que... À mon sens, les anglo-saxons ont toujours culturellement une petite avance. Ça fait maintenant 18 ans que je suis rentré d'Australie et je commence seulement à avoir au niveau francophone ou au niveau européen une approche que je voyais déjà naître en Australie via des étudiants canadiens ou américains qui étaient avec moi au cours. Oui, c'est clairement. Et du coup, par rapport à cette approche holistique, par rapport au monde du sport, comment tu en es venu là? J'ai découvert Paul Chek, qui est un de mes principaux mentors, dans son approche qui lui a plus de 30 ans d'expérience justement sur l'impact de l'activité physique sur la santé mentale, émotionnelle, physique et spirituelle. Et petit à petit, c'est devenu quelque chose de tout à fait spontané. J'ai utilisé ces méthodes, je suis praticien tchèque depuis 14 ans maintenant. J'essaie de faire découvrir à mes clients le lien entre un excédent de poids, une insomnie, un manque de courage ou un manque de confiance en soi et des qualités physiques ou une mauvaise digestion ou un mauvais sommeil, et d'évaluer comment on peut mettre tous ces paramètres ensemble pour sa santé et pour les défis ou les challenges qu'on a dans sa vie personnelle. Personnellement, je peux en témoigner puisque ces dernières années ont été extrêmement difficiles au niveau familial. Je le dis souvent, si je n'avais pas eu ces éléments pour m'en sortir, je ne serais pas aujourd'hui là où je suis. Je serais probablement déprimé, je n'aurais pas une famille équilibrée et je n'aurais pas une carrière qui progresse.
parce que ça a été très dur, mais parce que j'ai maintenu une base au niveau physique, émotionnel et mental, j'ai pu passer à travers tous ces éléments. Du coup, c'est une force qu'on cultive un petit peu de caractère à travers cette approche holistique. Oui, dans le sens où on se rend compte que, comme tout est lié, on n'est pas victime et qu'on peut avoir un impact tantôt sur son alimentation en faisant ses choix au niveau de l'alimentation, tantôt sur les choix de ses activités sportives. En tant que judoka, il y a des moments où, pour exprimer ma colère, j'utilisais les sports de combat. Mais il est arrivé un moment où ces sports de combat avaient plus un effet négatif sur ma santé parce que j'étais épuisé. Donc il a fallu que je repasse sur des activités qui étaient beaucoup plus douces. Et donc je me suis mis à marcher énormément parce que c'était la seule chose qui me restait à faire si je n'avais pas envie de me détruire. Ce qui m'a permis pendant tout un moment, avec beaucoup d'humilité, de continuer à bouger. Mais j'étais pas spécialement fier de ne pas pouvoir faire autre chose. Mais ce qui m'a permis, avec le temps, de garder un capital santé et aujourd'hui de pouvoir reprendre petit à petit des activités beaucoup plus intenses. Est-ce que du coup, il faudra apprendre à écouter son corps et, par exemple, il y a des personnes qui n'arrivent pas à écouter leur corps, qui vont s'épuiser à faire un sport et qui vont continuer, comme tu le disais, par rapport au mental, il dit de continuer, mais le corps il suit plus. Ouais. Et est-ce que tu auras un conseil pour comment écouter son corps? Je sais pas comment. Et alors c'est très particulier parce que certaines personnes vont être très facilement en contact avec leurs symptômes, mais c'est assez rare. Parce que le cerveau s'organise de telle sorte que si la douleur, souvent émotionnelle, est trop intense, il coupe les sensations. Et donc bien souvent, cette relation avec le corps, on la perd assez jeune dans son enfance. Le cerveau préfère utiliser uniquement l'intelligence puisque ça fait moins mal, ou le mental, que d'aller être à l'écoute de toutes les petites sensations émotionnelles que l'on a. Et donc il y a un réapprentissage à pouvoir faire. Moi personnellement, même si j'étais dans le sport de combat ou dans l'activité sportive, je n'avais pas la meilleure sensation au niveau émotionnel ou au niveau limite, mais je l'ai appris, parfois à la dure, en allant trop loin, mais intelligent, avec l'intelligence de certains de mes entraîneurs ou mentors, me montrer que ce n'est pas parce qu'on fait plus que on aura plus de résultats. Le no pain, no gain, c'est très ancien comme philosophie et on n'y arrive pas toujours. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas d'effort à faire. Il faut sortir de sa zone de confort. Et en tant que judoka, sortir de ma zone de confort, c'était pas faire plus de judo, c'était en faire moins pour lever le pied un petit peu. D'autres, sortir de leur zone de confort, c'est se botter les fesses une bonne fois pour toutes. Donc c'est vraiment très particulier, parce que certains vont dire « Oui, mais si je m'écoute, je reste dans mon fauteuil. » Donc il y a les deux extrêmes. Il y a ceux qui ne s'écoutent jamais. Que on ne peut rien atteindre sans mouvement. Si on regarde la rivière qui descend, l'eau elle est fraîche. Si on regarde l'eau qui stagne dans un étang, elle n'est pas aussi fraîche, elle n'est pas aussi vivante. Donc le mouvement est très important, mais à une intensité bien spécifique. Et selon des évaluations que moi je donne à mes clients, je peux évaluer l'intensité physique que le client est capable de subir ou de soutenir pour progresser. Et ça peut être, pour certaines personnes, commencer à marcher 20 minutes tous les jours. Mais il faut le faire. Et c'est parfois plus difficile de marcher tous les jours 20 minutes que de faire 2 fois par semaine un entraînement intensif où on prend rendez-vous avec quelqu'un ou avec des copains, on fait un cours collectif. Et oui, c'est dur, on met la musique et on se motive. Ça, c'est pas être en contact avec ses sensations. Je ne dis pas que c'est mauvais, je dis simplement qu'à chaque situation, à chaque niveau d'énergie, on a besoin plutôt, à un moment, d'un cours collectif où on est motivé par le groupe, ou d'un sport collectif où on est motivé par le groupe, des moments d'efforts beaucoup plus solitaires, ou des moments d'efforts où c'est plutôt intérieur par du yoga ou du tai chi. Et du coup,
comment on fait pour mettre la petite étincelle aux personnes, pour leur dire que en faisant du mouvement, elles pourront mieux avancer dans leur vie? Ça, on passe carrément dans le domaine plutôt de la psychologie ou de la PNL, c'est de pouvoir découvrir quel est le moteur du client, qu'est-ce qui permettra au coaché ou à la personne de se surpasser quels que soient les obstacles. Et ça, c'est le travail du coach, c'est de savoir, tiens, tu as envie d'obtenir tel résultat, sachant qu'il va y avoir des obstacles. Qu'est-ce qui te permettra d'aller au-delà de ces obstacles? Et si le client n'en a pas, c'est de faire le travail inverse. Au pire, si tu ne bouges pas, quel serait ton pire cauchemar? Donc c'est vraiment, soit tu as trouvé une carotte, quel est le rêve, la vie de rêve que tu pourrais imaginer aujourd'hui? Si la personne ne le voit pas, quel serait le coup de bâton? C'est-à-dire, quel est le pire, si tu ne bouges pas, quel est le pire cauchemar qui pourrait t'arriver aujourd'hui dans 10 ans? Si maintenant il n'y en a aucun des deux qui fonctionne, ben, ça c'est l'envie de la personne qui doit naître. Il n'y a personne qui peut créer l'envie chez quelqu'un qui n'en a pas envie. Maintenant, un autre élément à prendre en compte, c'est chaque personne a son rythme. Ce qui est peut-être impossible aujourd'hui pour un coaché ou pour une personne, le sera peut-être dans un an, parce que pendant un an, ça va mûrir. En tant que coach, on aura envie, en tant qu'entraîneur, de pousser les gens là maintenant, mais tout le monde n'est pas prêt. Et il m'est déjà arrivé d'avoir des clients qui me disaient « Oh, mais j'ai entendu ou j'ai vu votre interview il y a un an, je ne vous contacte que maintenant parce que jusque-là, j'ai pas trouvé le temps. » Et on doit rester suffisamment humble pour se dire ben, « Ok, la personne, elle avait l'information, elle savait qu'elle voulait y aller, soit elle se force et elle y va, soit ça prend un peu plus de temps et elle y va quand même. » La pire des situations, c'est de ne rien faire. Est-ce que ça peut cheminer naturellement en fait? Par exemple, comme cette personne au bout d'un an, et au bout d'un an, ça a cheminé en fait, et ça se fait naturellement. Ça se fait naturellement. Le danger, c'est que ça ne soit jamais arrivé. Et que la personne ne fasse jamais le pas. Donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution, il y a juste le cas où la personne n'a pas de solution, elle ne fait rien. Elle a l'information, parce que quand on n'a pas l'information, on ne peut pas prendre de décision. Parfois je parle avec certains clients, ils me disent « Ah mais si j'avais su, j'aurais pas... » Non, si tu ne le sais pas, il n'y a pas. Donc maintenant la situation est X, Y, Z, on va travailler à partir de là pour un mieux dans le futur. Mais à partir du moment où tu connais la situation et que tu connais les options, si tu ne bouges pas, là par contre, ça devient difficile pour le corps. Est-ce que pour en arriver là où tu en es, est-ce qu'il y a des personnes ou des livres qui t'ont inspiré, que tu pourrais conseiller? Oui, ma principale inspiration, c'est Paul Chek, qui est un Américain qui travaille dans cette direction-là depuis début des années 90. Chez les francophones, j'en ai moins. Maintenant, ce que Paul Chek a créé en moi, et ça c'est vraiment quelque chose que je nourris régulièrement, c'est de ne jamais s'arrêter et d'aller puiser l'information dont on en a besoin. Par exemple, il y a des moments où j'ai besoin d'informations plus spécifiques sur les différents types de respiration et l'impact de la respiration sur un organe en particulier, ou les émotions, ou la performance sportive. Et bien je vais commencer à me documenter et me former sur les différents types de respiration. Et puis à un moment, on sera plutôt sur les neurotransmetteurs au niveau de l'impact entre la méditation, les compléments alimentaires, le système hormonal. Et donc je vais essayer comme ça d'aller chercher selon les clients des informations à gauche et à droite pour avoir un peu plus d'informations pour les prochains clients. Donc depuis cette découverte avec Paul Chek et cette approche holistique et les liens qu'il y a entre tout, c'est plutôt un puzzle que je fais par moi-même. Je ne pourrais pas te citer une personne spécifique, sauf qu'il y a des méthodes qui existent depuis toujours, comme la médecine chinoise ou la médecine ayurvédique, qui font déjà des approches où, dans ces méthodes-là, il va y avoir du physique, il va y avoir de la nutrition, il va y avoir du sommeil, il va y avoir du repos, il va y avoir de la créativité ou de l'expression. Et je pense que je vais finir avec ça. Est-ce que, quand on traverse des moments difficiles dans sa vie, est-ce que tu aurais des conseils
Est-ce que faut faire des rencontres ou enfin, quel conseil pour traverser les moments difficiles dans sa vie? Alors, moi j'ai eu la chance, quelque part, d'avoir mon épouse avec qui on a traversé ces obstacles, sur qui je pouvais toujours compter. On a pu partager, parce que seul, je pense que ça aurait été encore plus difficile. Mais c'est de garder l'espoir. C'est de se dire que rien n'est par hasard et qu'il y a toujours, aujourd'hui encore plus avec les lectures que l'on peut avoir accessibles sur Internet par exemple, certains auteurs sont extraordinaires. C'est de toujours garder espoir sur le fait qu'il y a une solution. Et ça peut prendre du temps, ça peut être un apprentissage que l'on trouve injuste, mais qu'avec le temps on va sentir que ça nous a permis d'être plus forts. C'est un peu bateau cet état d'esprit-là, mais non, j'aurais peut-être une citation, pas une citation, une histoire, c'est l'histoire du bambou chinois. Tu connais? Ça me dit quelque chose. C'est de manière précise, je ne saurais pas être certain, mais le bambou chinois, c'est un type de bambou qui ne grandit pas très vite. Donc c'est un jardinier qui a commencé à planter son bambou. Après 1 an, il n'avait pas de résultat. Mais il a continué à entretenir la terre et à arroser. 2 ans, rien. 3 ans, rien. 4 ans, rien. La 5e année, son bambou a poussé de 1,80 m en quelques semaines. Et donc, cette analogie ou cette histoire montre que parfois on fait des efforts et on ne voit pas les résultats, mais qu'il faut poursuivre ces efforts. Parce qu'un jour, ces résultats viendront parfois beaucoup plus rapidement qu'on ne le pense. Et donc c'est cette force de caractère, et ça, elle peut s'acquérir. Je ne pense pas que je l'avais petit. Je pense qu'il y a des gens qui avaient une force de caractère beaucoup plus intense que moi à un jeune âge. Mais ces dernières années, de par les challenges, je n'ai jamais baissé les bras. Jamais, jamais. Si, il y a des moments où on baisse les bras, mais ça ne dure pas longtemps. Et un élément essentiel, c'est effectivement se maintenir en forme physique. Donc c'est faire des choix alimentaires. C'est parce que j'aurais pu partir dans la drogue, dans l'alcool, mais grâce à l'activité physique, à la nutrition, au sport, aux lectures, j'ai pu m'en sortir. Ok. Merci. Ben, avec plaisir, Michael. Au plaisir de se revoir.